En moins de 30 ans, notre description à nous scientifiques de l'océan a complètement changé. On s'est rendu compte que l'océan était complètement peuplé de tourbillons, que c'était un fluide qui était turbulent, qu'il n'y avait aucun courant qui était un courant droit. Ça a complètement révolutionné notre façon de voir l'océan. En fait, c'est les courants qui déterminent d'une certaine façon la géographie du vivant dans les océans. Une des grandes questions à l'heure actuelle, c'est quel va être l'impact de la fonte de la banquise et donc d'une modification de la quantité d'eau douce sur la circulation thermohaline profonde. Cet océan joue un rôle primordial dans les échanges avec l'atmosphère et notamment pour l'absorption du gaz carbonique. Donc cet océan a un rôle essentiel sur le climat global. L'océan joue le rôle le plus important de notre système climatique. Et c'est pourquoi il fait actuellement l'objet de recherches intensives. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les océans, il faudrait pouvoir être une goutte d'eau. Et on la suivrait comme ça dans le cœur de la machine océanique et on pourrait s'intéresser à déchiffrer les processus qui s'y produisent. Longtemps pour l'homme, la mer est restée un monde relativement obscur. Une grande réserve à poissons que l'on parcourt sans trop se soucier de son fonctionnement interne, encore moins de son rôle dans l'existence de la vie. À la fin des années 80, on en sait plus sur l'espace que sur les océans, qui couvrent pourtant 70% de notre planète. Une planète qui, justement, donne alors des signes inquiétants de réchauffement. Il devient urgent d'analyser les mécanismes en jeu dans ce bouleversement. La communauté scientifique se tourne alors vers les océans. Aujourd'hui, on se rend compte que l'océan est une machinerie très complexe, avec des moteurs, plusieurs, des rouages multiples, et on voit tout de suite que tout est connecté, que ce système global met en relation toutes les eaux du globe et tous les bassins. Tout est lié, interconnecté. Bruno Blanc fait partie des océanographes qui se sont interrogés sur les mouvements des masses d'eau, c'est-à-dire sur leur trajet tout autour du monde. Pressentant qu'il y avait là comme une piste à suivre pour révéler les secrets de la machine océan. En fait, pour bien comprendre ce qui se passe dans les océans, il faudrait pouvoir être une goutte d'eau et pouvoir suivre son périple marin. Elle pourrait tomber par exemple dans l'océan, dans une des branches du Gulf Stream, au large de l'Irlande, et on la suivrait comme ça au cœur de la machine océanique, et on pourrait tenter avec elle de déchiffrer les mécanismes qui se produisent. Cette idée n'est pas juste un rêve. Bruno Blanc a réellement modélisé le parcours d'une goutte d'eau portée par les courants marins. Le résultat confirme l'intuition du chercheur. La goutte d'eau va parcourir l'ensemble des océans de la planète avant de revenir, au bout de plusieurs siècles, à son point de départ. Un immense circuit qui croise les phénomènes les plus remarquables de l'océan mondial. Partout où se concentrent aujourd'hui les recherches des scientifiques. C'est ce voyage-là que nous allons raconter. La goutte d'eau fait cap au nord, elle est portée par une succession de courants de surface qui se refroidissent au contact de l'atmosphère. L'eau, plus froide, va avoir tendance à s'enfoncer dans l'océan. Et en arrivant dans les mers polaires, d'autres processus vont contribuer à accentuer la plongée. Le voyage conduit sans attendre
au cœur d'un phénomène qui influence l'ensemble du climat mondial. Cela se passe pendant la saison froide, sous la banquise. La glace, formée par la congélation de l'eau de mer, expulse par gravitation tout au long de l'hiver le sel qu'elle contient. Il en résulte une saumure lourde et froide qui s'enfonce vers les profondeurs, entraînant avec elle d'immenses quantités d'eau. Plus de 10 fois le débit de tous les fleuves du monde. Cette gigantesque cascade sous-marine constitue un véritable moteur. Elle génère 2000 mètres plus bas un large tapis roulant d'eau froide et salée qui se propage vers le sud. Une migration compensée en surface par des eaux plutôt chaudes, entraînées vers le nord. Ainsi se crée la circulation thermo-haline. Thermo pour température et haline pour salinité. Un vaste circuit de courant responsable des transports de chaleur et donc de l'équilibre climatique de la planète. En bref, notre thermostat. C'est précisément ce moteur arctique, indispensable à l'équilibre des températures, qui préoccupe aujourd'hui les scientifiques. Parce que c'est pas catastrophique si on s'en va à 603. Depuis près d'une vingtaine d'années, Louis Fortier multiplie les missions d'études sur le terrain et attire l'attention des décideurs sur les transformations en cours du milieu polaire. L'océan Arctique est un tout petit océan qui représente à peine 4 de l'ensemble de la surface des océans. Mais c'est un océan qui a un rôle démesuré par rapport à sa taille parce qu'il influence énormément les courants de l'Atlantique Nord et de l'ensemble de l'hémisphère Nord. Mais au cours des dernières décennies, les très grandes découvertes en ce qui concerne l'Arctique, c'est évidemment la diminution rapide là, du couvert de glace et l'accélération aussi de la fonte du glacier sur le Groenland. Donc, à l'heure actuelle, avec la fonte de la banquise, les eaux de surface qui atteignent la mer du Groenland et la mer du Labrador sont de moins en moins salées, vont être de moins en moins denses au moment de la formation de la banquise, ce qui fait qu'on craint un ralentissement progressif de la circulation thermo-haline profonde. L'eau douce peut-elle réellement entraver le fonctionnement du moteur arctique? Et avec quelles conséquences sur le climat? En réalité, le phénomène s'est déjà produit il y a près de 13 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire. L'océan Arctique est alors un immense bloc de glace immobile, figé par un froid intense. Rien ne bouge jusqu'à ce que l'atmosphère se réchauffe. En quelques centaines d'années, le paysage est bouleversé. Les glaciers s'effondrent, la banquise se disloque, livre le passage au courant qui entraîne avec eux les blocs de glace. L'océan Arctique se met à fonctionner à peu près comme aujourd'hui. Mais dans le même temps, il se retrouve confronté à d'immenses quantités d'eau douce issues de la fonte des glaces. Que se passe-t-il alors? La réponse se trouve dans ces carottes de sédiments prélevées au fond de l'océan. Elles sont constituées des différentes strates de matière déposées par les courants et les glaces dérivantes au cours du temps. Et là, on va commencer à voir la déglaciation avec des intervalles marqués par un sédiment qui est beaucoup plus clair, qui est d'un brun léger. Ici, si je devais mettre un âge entre cet intervalle et celui-là, je dirais que quelque part par là, on est à 11 000 ans, 12 000 ans avant aujourd'hui. Ici, par exemple, c'est pas inintéressant. Claude Hilaire-Marcel s'est fait une spécialité de savoir lire et interpréter ces mystérieux cryptogrammes sédimentaires. Et il en tire une histoire possiblement révélatrice des perturbations qui guettent la planète. Le sédiment qui est ici, ce sont essentiellement des grains grossiers. Donc on se doute que s'il y a des grains grossiers qui font plusieurs millimètres de diamètre, ce sont généralement les glaces flottantes ou les icebergs qui peuvent transporter ce matériel. Donc ça nous oblige à concevoir un océan dans lequel la glace de mer s'est remise à circuler. Et cette glace et l'eau de fonte de cette glace de mer vont pénétrer les mers nordiques, c'est-à-dire mer de Norvège, mer du Groenland, et puis ensuite vers les bassins de l'Atlantique Nord, et vont diminuer la salinité dans ces bassins-là et ralentir la formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord. Dès lors que se réduit le débit de la grande cascade sous-marine,
le moteur de la circulation océanique s'affaiblit. Moins d'eau froide vers les profondeurs, moins d'eau chaude tirée en surface vers le nord. Le thermostat se dérègle. D'un seul coup, on va avoir un immense coup de froid sur l'Atlantique Nord. Donc pendant 1 millier d'années à peu près, on va avoir des conditions de type presque glaciaire qui se remettent en place. Le front glaciaire dans l'Atlantique Nord va avancer d'environ, vers le sud, d'environ 1500 km. À la suite de cet épisode dont l'Arctique est entièrement responsable. La conséquence d'une observation de ce genre, c'est de dire si dans l'avenir il y a beaucoup d'eau douce qui arrive dans l'Arctique, cette eau douce peut perturber significativement la circulation océanique générale. Donc maintenant, cap au sud. Notre goutte d'eau va traverser l'océan Atlantique du nord au sud en suivant un courant profond à environ 2000 mètres de profondeur sur le bord ouest du bassin atlantique, un courant issu de la formation des eaux denses dans l'océan Arctique. Une fois arrivé dans l'hémisphère sud, on arrive à un endroit stratégique pour le climat mondial, c'est l'océan austral. Un océan dont on a sans doute longtemps sous-estimé l'importance, mais il faut comprendre qu'il est dur d'accès, donc mal mesuré. En fait, c'est une région qui est particulièrement inhospitalière. L'océan austral, une vaste masse d'eau tumultueuse qui encercle le continent antarctique. Placé aux confins du monde, il est le moins accessible et le plus dangereux des océans de la planète. Un défi pour qui veut l'explorer et en comprendre son fonctionnement. Ici, aucune terre pour ralentir dans leur ronde incessante les vents les plus violents du globe. Rien non plus pour atténuer la force du courant circumpolaire. Un monstre qui emporte les eaux dans un vertigineux manège autour du continent antarctique. Il est le plus puissant des courants de la planète. Large par endroits de 2000 km, capable d'agir jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Mais faute d'observation et de données in situ, l'océan austral et son terrible courant sont longtemps restés à l'écart des modèles construits par les scientifiques. Sabrina Specht fait partie des chercheurs qui ont vite senti l'urgence d'en savoir plus sur cet océan à la mauvaise réputation. En 2004, elle monte l'un des premiers programmes d'envergure consacrés à l'étude des eaux antarctiques. Et depuis les années 90, on s'est rendu compte que cet océan fournissait des eaux qui étaient très importantes pour la circulation océanique globale. Et comme les campagnes étaient très rares, il fallait y aller pour comprendre beaucoup plus. Dans ce type de campagne, le but, c'est de mesurer les variables qui donnent une identité à ce qu'on appelle masse d'eau, c'est-à-dire la température, la salinité, la pression pour ce qui est de la physique et des éléments chimiques comme l'oxygène, pour avoir des séries temporelles qui nous montrent, d'une part, comment on puisse recréer les mouvements des masses d'eau dans cette région et donc comprendre les échanges au sud de l'Afrique entre les différents bassins océaniques, mais aussi comment ces eaux peuvent changer avec les temps. Donc la notion de variabilité, comme les temps varient dans l'atmosphère, aussi la circulation océanique peut varier d'une année à l'autre dans l'océan. Grâce entre autres aux campagnes menées par Sabrina Specht, les scientifiques sont parvenus à identifier les parcours suivis par les immenses volumes d'eau qui circulent autour du continent antarctique. On a ainsi découvert la façon dont sont connectés ici les 3 grands océans de la planète. En fait, tout s'organise autour du courant circumpolaire, qui agit comme une véritable courroie de transmission.
Dans sa ronde incessante, il capte les eaux froides et profondes provenant des 3 grands bassins océaniques, c'est-à-dire l'Atlantique, le Pacifique et l'Indien. Il remonte lentement ces eaux vers la surface et les redistribue d'un océan à l'autre. Les résultats des campagnes ne sont pas encore tous analysés, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette circulation océanique globale est importante dans les échanges des chaleurs, par exemple, entre bassins océaniques différents, dans les échanges, interactions avec l'atmosphère et notamment pour l'absorption du gaz carbonique. Donc cet océan a un rôle essentiel sur le climat global. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. D'autres observations amplifient encore le rôle de l'océan austral et forcent aujourd'hui les scientifiques à reconsidérer les modèles. On voit ici qu'il y a aussi le long du continent antarctique, vraiment près de la pente continentale et du plateau, la formation des eaux des fonds. Ces eaux des fonds, les eaux les plus denses qu'on retrouve dans tous les bassins océaniques, qui sont tapissés par ces eaux, et ces eaux se forment de manière très localisée autour de ce continent. On commence uniquement aujourd'hui à les apercevoir, on a quelques observations, mais on ne connaît pas du tout la quantité de ces eaux qui sont formées. Et les processus semblent être liés aux polynies qui existent autour de l'Antarctique. Les polynies sont d'immenses étendues d'eau, dépourvues de glace malgré les conditions extrêmes du climat. Dans l'Antarctique, les polynies sont formées par des vents très violents, appelés vents catabatiques, qui malmènent la banquise, la fracture et libère de vastes zones d'eau libre. Ces zones deviennent alors de véritables usines à glace, où la banquise se forme et se défait régulièrement. À chacun de ces cycles, elle expulse le sel qu'elle contient sous forme d'une saumure lourde et froide qui s'écoule vers le fond. En quelle quantité? Dans quelle direction? Ce sont là toutes les questions. David Barber est l'un des premiers à s'être penché sur le phénomène des polynies. Pour parvenir à en mesurer précisément les caractéristiques, il a choisi de les reconstituer artificiellement. Ils ont appelé ces mares des polynies. De tout temps, ces zones d'eau libre qui se trouvaient là où il y aurait dû y avoir de la glace ont intéressé les marins et les chasseurs de phoques et de baleines. Les polynies sont devenues quelque chose qui a beaucoup d'importance dans l'étude des 2 pôles de la planète, en particulier dans le cadre des changements climatiques. La raison de cela est que ces zones d'eau libre ont un comportement très différent de la glace qui les entoure. Pour étudier ces polynies, on peut soit se rendre en Arctique ou en Antarctique où elles se trouvent, et notre programme sur le terrain prévoit cela, ou alors, comme on a fait ici à l'Université du Manitoba, construire notre propre polynie. Des eaux profondes se forment à longueur d'année dans les polynies, que ce soit sous des températures de -40 au cœur de l'hiver, ou ici à notre centre de recherche où la glace est à l'origine des eaux qui coulent au fond du bassin. Dans le cadre de nos recherches, on mesure ce phénomène de façon continue. C'est ainsi que fonctionne la circulation de l'eau dans l'océan. Les polynies jouent un rôle primordial dans la formation d'eau profonde et la circulation thermo-haline. Il y a de nombreuses polynies en Antarctique. On en retrouve tout autour du continent. Elles varient en taille de dizaines, de centaines, voire de milliers de mètres carrés. Il y en a certaines qui font des centaines de kilomètres carrés et d'autres qui peuvent mesurer jusqu'à plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Les mesures effectuées en laboratoire, couplées aux observations de terrain, permettent d'affirmer qu'au fond de l'océan austral s'écoule tout un réseau de gigantesques fleuves d'eau froide. On a récemment réussi à mesurer le débit de l'un d'eux. Il est équivalent à 60 fois celui de l'Amazone. Ces découvertes prouvent ainsi au pôle Sud l'existence d'un véritable deuxième moteur, impliqué comme celui du pôle Nord, dans la circulation océanique globale.
2 systèmes connectés qui entraînent tout un réseau de courant autour du monde. L'océan est la partie la plus influente de notre système climatique. Et ce sont les pôles qui servent de moteur à ce système, car ils influencent la circulation dans l'océan et le déplacement des masses d'eau partout sur la planète. Plus on en découvre sur les courants et leurs effets, plus se fait sentir le besoin d'en savoir encore davantage, c'est-à-dire de les observer plus finement, plus complètement et de façon permanente. Mais comment techniquement se mettre à l'écoute d'un monde aussi vaste? Avec quels outils? L'une des solutions les plus ambitieuses passe par de petits engins sous-marins bardés de capteurs, véritable armée d'espions qui mesurent en permanence la température et la salinité de la surface jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Avant d'être envoyés en mission, ces petits robots sont entraînés ici, sous la surveillance attentive des ingénieurs responsables du programme. Pour Loïc Petit de La Villéon et Nathanaël Le Breton, l'océan mondial est devenu un vaste terrain de manœuvre. 2C7. Et il y a une sacrée révolution avec ce type de programme Argo. Avant, on voulait observer un phénomène, quelque chose de bien précis. Il y a le bateau qui partait en mer, qui partait pendant un mois, il revenait, mais naturellement, on n'y revenait qu'un mois après, ou voire un an après. Là, on s'est mis dans l'idée d'avoir un programme d'observation, alors c'est important, global, ou pérenne et permanent de l'océan. L'objectif, c'est d'avoir 3000 flotteurs à la mer, en permanence. Et là, cet écran-là, on va voir l'évolution du réseau. Au début, on a été au plus facile. Puis au fur et à mesure que les parties les plus faciles étaient remplies, on est parti vers le sud et on va voir un petit peu les choses évoluer. Alors, on retrouve, là, typiquement, on retrouve un navire qui a fait un grand transit et qui en a déployé tout le long de la route. Et maintenant, on voit qu'on commence à se diriger un petit peu vers le sud. Le nord est bien, l'hémisphère sud a été fait un peu plus tard. Alors on voit que l'extrême sud, il y a encore des lacunes. Les données du système Argo, disponibles gratuitement dans le monde entier, sont utilisées en particulier pour alimenter les modèles mathématiques. L'enjeu est de pouvoir reproduire la dynamique des océans en tout lieu de la planète. Problème, il est des zones où ces petits espions sont comme bâillonnés par l'environnement lui-même. Ici, notre goutte d'eau voyage sous la glace. Alors ce n'est pas un problème pour elle, parce que bien sûr, les courants marins existent sous la zone qui est gagnée en hiver par la glace de mer. Par contre, cette glace est un obstacle majeur et fâcheux pour les instruments océaniques, les flotteurs dérivants, qui sont censés remonter à la surface périodiquement et transmettre leurs données aux scientifiques. Pour cela, les chercheurs ont imaginé un autre véhicule de mesure qui n'a pas peur d'aller nager sous ces zones couvertes par la glace de mer. Là, je crois qu'il faudra être à 3. C'est fait. Est-ce qu'il relâche ses nageoires? Ouais. Bon, ben là, je pense qu'il dort. On peut commencer à jumper. Il faut savoir que ces éléphants de mer sont des plongeurs remarquables. Des enregistreurs de plongée avaient été posés sur ces animaux et montré qu'ils étaient capables de plonger au-delà de 1500 mètres. Attention parce qu'il se réveille, mettez-vous bien. Nous avons utilisé une nouvelle génération de balises Argos qui nous permettait d'une part de suivre le déplacement en mer de ces animaux, mais d'étudier tout au long de ce déplacement le comportement de plongée des éléphants de mer et de mesurer lors de ces plongées la température et la salinité des masses d'eau traversées par ces éléphants de mer. Et donc vraiment de caractériser d'un point de vue océanographique les habitats, les zones où les éléphants de mer allaient concentrer leur activité de pêche. Pour atteindre ces zones de chasse, cet éléphant de mer se dirige vers le sud et s'apprête à explorer des eaux couvertes par la glace. Les informations que recueille cet envoyé spécial sont inédites. Elles permettent d'enregistrer pour la première fois
les conditions océanographiques associées à la formation de la banquise et complète ainsi les données nécessaires aux scientifiques pour leur modèle. Après plusieurs tours de circuit autour du continent antarctique, notre goutte d'eau est disposée à s'échapper du courant circumpolaire. Alors il y a bien sûr plusieurs portes de sortie possibles, mais l'une des principales en intensité, c'est vers le Pacifique. Les eaux, à l'approche du continent sud-américain, bifurquent vers le nord et vont suivre la côte, d'abord du Chili, puis du Pérou. C'est le courant de Humboldt. Eh bien, ce courant de Humboldt nous permet d'aborder un phénomène essentiel dans la circulation des masses d'eau. Mais que cachent donc les eaux du courant de Humboldt pour que des océanographes, des climatologues, des biologistes et même quelques généticiens viennent y traîner leurs filets? Pour les scientifiques de l'expédition Tara, engagés dans une vaste campagne sur toutes les mers du globe, il y a ici des trésors à découvrir. Leur sujet d'étude réside dans ces eaux en quantité astronomique. Cette soupe verdâtre est en fait un concentré de vie. Elle contient l'origine même de notre existence, mais aussi ce qui nous permet aujourd'hui de vivre et de respirer sur la Terre, le plancton. Bon, le plancton, c'est très intéressant pour plein de raisons. D'abord, la première raison, c'est que c'est notre machine à produire de l'oxygène. Il y a 50% de l'oxygène qui est produit qu'on respire, qui est produit par le plancton. C'est aussi les organismes qui séquestrent le gaz carbonique. Donc il y a aussi 50% du gaz carbonique qui est rejeté dans l'atmosphère, qui est séquestré par le plancton au fond des océans. Le plancton regroupe en fait des milliers d'espèces différentes, végétales et animales. Mais elles ont toutes en commun une caractéristique. Leur existence est entièrement conditionnée par les courants marins grâce auxquels elles prolifèrent et se déplacent. Sur les côtes du Pérou en particulier, l'exceptionnelle abondance du plancton est due à des remontées d'eau froide et profonde, très riches en nutriments nécessaires à leur développement. Ce courant vertical des eaux, appelé upwelling, est généré par des vents qui soufflent ici de façon régulière d'est en ouest. Ils poussent les eaux de surface, plutôt chaudes, vers le large et forcent les eaux du fond, plutôt froides, à remonter vers la côte. L'upwelling est donc ici directement responsable d'une remarquable abondance de vie, sous toutes ses formes. Alors l'autre chose importante avec le plancton, c'est que c'est évidemment la base de la chaîne alimentaire. Et les algues unicellulaires sont mangées par du zooplancton, qui lui-même est mangé par les poissons, par les baleines. Et donc dès qu'il y a beaucoup de plancton, comme dans les upwellings, on a beaucoup de vie, beaucoup de poissons, et du coup la pêche. Parmi toutes les espèces de poissons qui profitent de l'écosystème, l'anchois domine très nettement. Une prolifération qui fait de cette région, en volume, la première zone de pêche au monde. Elle représente moins de 1% de la surface océanique, mais fournit 20% des prises au niveau mondial. Mais l'homme n'est pas le seul grand prédateur à profiter de cette manne. D'autres, comme les lions de mer ou les grands oiseaux, participent aussi au festin. C'est ainsi un très vaste système, à la fois économique et écologique, qui s'est construit ici, sur le mouvement des eaux. Les enjeux sont donc multiples, et il est probable qu'aucun pays au monde ne s'inquiète autant des caprices de ces courants que le Pérou. Problème: comment surveiller les fluctuations d'un système aussi complexe? Par quelle boule observer pour mesurer les effets de la variation des courants sur toute la chaîne des prédateurs?
Ça y est, on arrive là, voilà. Ah il y a les gardiens qui nous attendent sur le quai. Sophie Bertrand et Yann Tremblay ont choisi d'étudier les grands oiseaux marins et de chercher les liens qui existent entre leur comportement et le phénomène qui est ici à la base de tout, le fameux upwelling. Pour cela, ils séjournent régulièrement au large de Lima, sur une île interdite aux humains, hormis 2 gardiens exilés ici à l'année. Alors là, on a capturé donc un cormoran, le cormoran guanaï, qui est un des résidents de cet écosystème et qui se développe en très grand nombre ici, comme on a pu le voir dans la colonie. Donc là, on a capturé un animal, on a mis un GPS sur son dos pour pouvoir le suivre en mer. Alors ça se fait pas en temps réel, c'est pour ça qu'il faut qu'on le recapture une seconde fois pour enlever le GPS, pour pouvoir savoir où est-ce qu'il est parti. Alors cet animal, on sait qu'il va revenir et on sait où il va revenir parce que justement, il a un nid. Donc on sait sur quel nid il a ses poussins et on sait où est-ce qu'il va revenir pour donner ce qu'il est allé pêcher en mer à son poussin. Parce que les façons d'observer ce qui se passe dans l'écosystème, il n'y en a pas 1000. Il y a en premier lieu les campagnes scientifiques. Donc ça signifie mettre un bateau en mer avec plein d'appareillages scientifiques. Ça se fait beaucoup ici au Pérou, mais on en a entre 2 et 4 par an. Venir équiper quelques oiseaux avec un GPS, c'est beaucoup plus léger en termes de logistique. Donc on peut très bien utiliser ces animaux comme des indicateurs en temps réel de ce qui se passe dans l'écosystème. Voilà, on n'y voit plus rien. C'est comme avant. Voilà. Il est parti, on va décharger les données. Voilà. Alors. Ah ben voilà. 2 voyages. Il y en a 2 beaux voyages. Alors ils sont partis à... C'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Ça fait quoi ça? Ça fait 15 km? À peu près, oui. 10-15 km. Attends, on va zoomer un petit peu pour voir là. Donc là on voit très bien une zone où probablement il a chassé. Bon, en tout cas, c'est le signe qu'il y a de l'anchois pas loin. Il y a de l'anchois pas loin, en effet. Quand on regarde un oiseau bon plongeur comme un cormoran, on se rend compte avec les données qu'on regarde, et on croise ça avec justement des données de campagne en mer, que les profondeurs maximum des plongées des cormorans peuvent nous renseigner sur la profondeur d'une oxycline. L'oxycline est la limite à partir de laquelle les eaux deviennent trop pauvres en oxygène pour la plupart des organismes vivants, comme les anchois qui évoluent toujours au-dessus de cette barrière. Or, cette oxycline est directement liée à l'activité de l'upwelling. Lorsque celui-ci faiblit, l'oxycline descend. Les anchois se répartissent alors plus largement et forcent les oiseaux à des voyages plus lointains, ce que détectent les GPS embarqués. Ainsi, les parcours des cormorans deviennent un indicateur des variations de l'upwelling. On sait que c'est pas très éloigné. D'habitude, ils peuvent facilement aller à 20 km, 30, 40 km. Oui, dans des conditions difficiles, on a enregistré des voyages qui s'éloignaient à 60, 70, 80, jusqu'à presque 100 km de la colonie. Les courants marins génèrent donc ici non seulement la chaîne alimentaire dont dépendent les hommes et les animaux, mais ils lui confèrent aussi toute son instabilité. Et parmi toutes ces perturbations, la plus redoutée, la plus spectaculaire, s'appelle El Niño.
phénomène se reproduit 2 à 3 fois tous les 10 ans de façon irrégulière. Tout commence par un changement de régime des vents. Les alizés qui entretenaient l'upwelling ralentissent et même s'inversent. Résultat, les eaux froides qui remontaient vers la côte sont remplacées par des courants chauds revenant du large. Il en résulte une vague de perturbations atmosphériques qui touche surtout les zones tropicales. Les précipitations et les cyclones se déplacent vers le continent américain. Pendant ce temps, de violents épisodes de sécheresse sévissent du côté de l'Indonésie et de l'Australie. Mais au Pérou, les conséquences sont aussi économiques et forcent les scientifiques à une vigilance accrue. Il s'agit d'anticiper au mieux sur le désastre annoncé. On sait que l'écosystème de Humboldt est caractérisé par des eaux froides. La température de l'eau de la mer en superficie se situe entre 13 et 20 degrés. Changement de température des eaux, diminution de la production de plancton. Au Pérou, c'est tout l'écosystème qui est bouleversé. Naturellement, cela affecte les espèces qui se nourrissent de phytoplancton et zooplancton, notamment l'anchois du Pérou. Cela affecte non seulement son processus d'alimentation, mais l'anchois lui-même, habitué à vivre dans des températures de 15 ou 16 degrés. Et lorsque survient le phénomène El Niño dans la zone nord du Pérou, les températures atteignent entre 25 et 28 degrés. Sous la pression d'El Niño, l'anchois disparaît, c'est-à-dire 99% de tout ce qui fait la pêche industrielle, avec évidemment d'importantes conséquences sur l'économie du pays. Aujourd'hui, au Pérou, on a appris à mieux prévoir le phénomène, son intensité, et donc à gérer en conséquence les stocks de poissons. Mais au-delà du contexte local, l'événement El Niño témoigne de la puissance du lien qui unit océan et atmosphère. C'est-à-dire des gigantesques perturbations climatiques tout autour du monde que peut entraîner une simple variation de courant en un point du globe. Là, notre goutte d'eau part pour un très long voyage, essentiellement dans les couches de surface, c'est-à-dire les 200 à 300 premiers mètres de la colonne d'eau. Elle est poussée par les alizés, donc elle quitte les côtes sud-américaines, et c'est le courant équatorial sud qui va la transporter d'est en ouest jusqu'à l'Océanie. Sitôt sur le bord ouest du Pacifique, notre goutte d'eau est capturée par le sous-courant équatorial, qui la renvoie vers l'Amérique. C'est un courant qui est singulier parce qu'il coule à 100 mètres de profondeur, centré à l'équateur, et surtout il coule en sens opposé des courants de surface et des vents, bien sûr. Cette goutte d'eau donc va être capable de faire plusieurs fois la navette entre l'ouest et l'est du Pacifique en empruntant alternativement les courants de surface et le sous-courant équatorial. Ce type de recirculation n'est pas extraordinaire. En fait, dans chaque sous-bassin, il y a de telles cellules de circulation interne qui s'ajoutent bien sûr aux connexions avec les autres bassins. Un grand manège qui irrigue les océans de sa substance vitale, c'est-à-dire le plancton. Pour cette raison, les scientifiques cherchent aujourd'hui à mieux comprendre l'effet des courants sur tous les micro-organismes qui permettent à la planète de respirer et de se nourrir. Mais comment visualiser cette interaction? Comment mettre en relation
la circulation des eaux et la diversité biologique des océans. C'est ce défi qu'a décidé de relever Mike Follows au Massachusetts Institute of Technology, en modélisant le comportement des différentes espèces de plancton en fonction de leur environnement. Pour cela, le chercheur a reproduit les caractéristiques physiologiques de ces micro-organismes et les a introduits dans un modèle global de l'océan. Mike Follows est ainsi parvenu à créer un monde virtuel dans lequel vivent et évoluent en couleurs les différentes communautés de plancton selon les courants, les variations de température et de salinité. Telles que les choses se passent de façon invisible dans la réalité. Ce film nous montre ce qu'on ne parvient pas encore à mesurer de façon précise dans l'océan, ou qu'on peut mesurer, mais qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire. Il nous montre la diversité du phytoplancton. Si on l'a déjà analysé dans certains secteurs, grâce à cette modélisation, on peut déterminer combien d'espèces différentes coexistent au même endroit. On peut noter par exemple la biodiversité présente dans le Kuroshio, où se retrouvent de nombreuses espèces de phytoplancton qui vivent en concurrence. Ce phénomène est causé par la présence de plusieurs courants venant de directions diverses, ainsi qu'une abondance de ressources alimentaires. Ceci nous donne une idée des biomes présents dans l'océan. De la même façon qu'on trouve sur la terre ferme des secteurs où poussent des plantes tropicales, des savanes, des forêts de sapins en montagne. L'océan recèle de nombreux biomes qui se transforment avec le temps. Ces images d'une vie marine soumise au jeu des courants sont le fruit des modélisations aujourd'hui les plus avancées. Un univers virtuel, mais encore en construction, qui, pour Mike Follows, permettra à terme de tester les différents scénarios liés au changement climatique. On peut maintenant interroger des modèles comme celui-ci pour comprendre pourquoi évoluent ces territoires, comment ils seraient influencés par un changement de la physique des océans, par exemple, un réchauffement qui modifierait leur répartition. Notre goutte d'eau continue toujours vers l'ouest, poussée par le courant équatorial de surface. Passé Madagascar, il y a séparation du courant en deux branches. La branche nord conduit à la recirculation dans le bassin indien, mais pour aller vers l'Atlantique, c'est la branche sud qui est la plus efficace, la plus rapide. Et là, notre goutte d'eau va emprunter le courant des aiguilles, qui est le pendant du Gulf Stream pour l'océan Indien. Et ce courant va la mener jusqu'à la pointe sud de l'Afrique. En pénétrant dans les eaux côtières de l'Afrique du Sud, la goutte est susceptible de se retrouver face à la plus spectaculaire migration de sardines observable sur notre planète. Le phénomène est lié à la présence d'un puissant upwelling. Ici, ce sont les eaux froides de l'océan austral qui remontent le long des côtes. Elles forment un couloir d'eau riche en plancton que des millions de sardines empruntent tous les ans de façon rituelle, au grand plaisir de toute une armée de prédateurs.
Si elle échappe au banc de sardines, la goutte ne pourra éviter les étranges remous du courant des aiguilles. Ça bouge pas mal là, hein. Notre goutte d'eau est capturée par un tourbillon océanique. Donc là, on est au cœur d'un autre phénomène qui captive les scientifiques depuis longtemps, mais dont on mesure aujourd'hui toute l'importance pour l'échelle climatique et pour les écosystèmes. Un tourbillon. Mais comment le repérer? Comment le voir? En réalité, une telle structure est indécelable depuis la Terre. Même en prenant de la hauteur avec un avion, elle demeure le plus souvent invisible. Pourtant, le tourbillon est là, quelque part, chargé d'une énergie considérable, capable d'entraîner avec lui des millions de mètres cubes d'eau. Pour en constater l'existence, il faut monter beaucoup plus haut. Seuls les satellites sont capables de repérer et de suivre les déplacements de ces étranges vortex océaniques. En particulier, grâce au système embarqué qui mesure le relief des océans et décèle les déformations générées à la surface par les tourbillons. Pour Marina Levy, qui étudie ces structures et leurs effets sur le milieu marin, le satellite a révélé toute l'ampleur d'un phénomène longtemps insoupçonné. Avant, il y avait des bateaux qui se rendaient bien compte qu'il y avait des tourbillons et donc on avait identifié ce qu'on appelait des tourbillons cohérents, les anneaux du Gulf Stream en particulier. Mais c'est vraiment avec l'altimétrie qu'on s'est rendu compte que l'océan était complètement peuplé de tourbillons, que c'était un fluide qui était absolument complètement turbulent, qu'il n'y avait aucun courant qui était un courant droit. Ça a complètement révolutionné notre façon de voir l'océan. Il y a des milliers de tourbillons dans l'océan. Ces tourbillons sont complètement en interaction les uns avec les autres. Certains peuvent vivre très longtemps, jusqu'à 2-3 ans, mais ils sont formés en quelques semaines à quelques mois. En plus, ils sont très énergétiques. Ils sont associés à des vitesses qui sont importantes, aussi bien sur l'horizontale, des courants, mais également sur la verticale. Ils sont associés à ils induisent en fait des mouvements d'eau depuis le fond de l'océan jusqu'à la surface et inversement qui sont assez rapides, qui sont même très rapides, qui sont les mouvements d'eau verticaux les plus rapides qu'on puisse avoir, qui sont de l'ordre de 20 mètres à 30 mètres, parfois jusqu'à 50, 100 mètres par jour. Les tourbillons se forment essentiellement à la croisée des courants marins. Au sud de l'Afrique, le choc entre le courant circumpolaire et le courant des aiguilles est si violent qu'il produit des tourbillons capables de traverser l'Atlantique en quelques mois et d'embarquer avec eux la goutte d'eau. Mais surtout, ces turbulences produisent un brassage intense, dont on découvre aujourd'hui les effets sur les propriétés physiques et chimiques de l'océan. Ces tourbillons, c'est des vitesses, aussi bien horizontales que verticales, et donc ça va transporter de la chaleur. Et en tant que transport de chaleur, c'est important pour le climat. En plus, ces tourbillons, ils vont aussi avoir un rôle sur le carbone. Ils contribuent au piégeage du carbone par l'océan. En agitant les eaux verticalement, les tourbillons activent en effet la production du plancton, grand consommateur de carbone. En même temps, ils entraînent vers les abysses des eaux dans lesquelles s'est déjà dilué le gaz carbonique de l'atmosphère. Ainsi, ces turbulences longtemps ignorées se révèlent avoir un véritable impact sur la machine climatique. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de comprendre quel est, de manière plus quantitative en fait, quel est le rôle de ces tourbillons sur le cycle du carbone. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus les oublier dans nos bilans de carbone. La planète se réchauffe, étouffée par ce gaz carbonique émis par l'activité des hommes. Mais l'océan est là, qui en dissout près de 50% en absorbant le carbone qu'il contient. Jusqu'à aujourd'hui, ce processus a permis de ralentir l'inquiétante évolution du climat. Mais pour combien de temps? Quelle est la capacité d'absorption du carbone dans l'océan? C'est ce bilan-là que la communauté scientifique tente aujourd'hui d'établir. Problème, les échanges de carbone entre l'océan et l'atmosphère sont très complexes à quantifier
Et surtout, il fonctionne dans les deux sens. Oui, c'est une question importante, même urgente, d'évaluer cette absorption de carbone par l'océan. Et on s'est rendu compte dernièrement que le carbone était absorbé essentiellement au niveau des tourbillons qui sont mal échantillonnés par les campagnes océanographiques actuelles. Et sinon, là où on a formation d'eau profonde au dos des fonds, donc cela veut dire essentiellement dans les régions de l'océan Atlantique Nord et dans l'océan Austral. Mais en même temps, les eaux profondes chargées en carbone qui proviennent de l'Atlantique Nord remontent à la surface au sud du courant circumpolaire et ils remettent ce carbone dans l'atmosphère. Et ceci rend difficile une évaluation précise de ce qui entre au niveau du carbone dans l'océan par rapport à ce qui sort. Difficile aujourd'hui d'établir un bilan global de l'absorption du carbone. Cependant, les résultats des études les plus récentes sont plutôt pessimistes. Elles révèlent que, localement, la quantité de carbone absorbée a plutôt tendance à diminuer. L'Atlantique Nord, par exemple, en absorbe 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Dans l'océan austral, c'est 10 fois moins. Parallèlement, la concentration du carbone dans l'océan, elle, a beaucoup augmenté. Les scientifiques ont calculé qu'elle aura triplé d'ici 2100, une première en 20 millions d'années. Ce qui a pour effet d'augmenter progressivement l'acidité de l'eau et de menacer le développement des organismes à coquilles et des coraux. Donc, l'océan global a joué un rôle jusqu'à maintenant extrêmement important là, pour réabsorber, pour séquestrer nos excès de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et c'est comme un réservoir qui se remplit, qui se sature. Et non seulement il va arrêter bientôt de recapturer ce gaz carbonique, mais il va commencer, en fait, parce que sa chimie change, parce qu'il s'acidifie et qu'il se réchauffe, ce réservoir-là va commencer à rejeter, à retourner à l'atmosphère le CO2 qu'il a emmagasiné depuis le début de l'ère industrielle. Et là, c'est inquiétant parce que, d'une façon très abrupte, on va peut-être augmenter de 50 % ou même doubler les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Et là, le réchauffement planétaire va s'accélérer. Arrivé au voisinage des côtes sud-américaines, le tourbillon a perdu l'essentiel de son énergie. Il se désagrège et libère son contenu. La goutte d'eau n'est donc plus captive, on la voit franchir l'équateur et elle est reprise par la cellule de circulation principale de l'Atlantique Nord. La goutte aura mis près de 650 ans pour faire son tour du monde. Cependant, afin de coller à la nouvelle vision des océans, il faudrait maintenant regarder de très près son parcours et la voir suivre tous les méandres du Gulf Stream, récemment rebaptisé le Seigneur des Anneaux par les scientifiques eux-mêmes. En revoyant cette trajectoire, on se rend compte que notre goutte d'eau a ressenti des mouvements à des échelles très différentes tout au long de son parcours. On a vu l'échelle du bassin océanique avec une cellule de circulation sur l'Atlantique Nord. Il y a aussi la très grande échelle avec notre goutte d'eau qui bascule d'un océan à un autre. Et puis il y a la petite échelle avec une goutte d'eau qui est captive d'un tourbillon. Donc la dynamique océanique est un puzzle complexe qui est constitué de pièces de puzzle donc de tailles très différentes qui pourtant s'assemblent, se complètent et interagissent. Et donc pour nous, l'idéal aujourd'hui serait de pouvoir représenter numériquement toute cette dynamique à toutes les échelles en même temps avec un seul et même modèle. Même s'il reste encore beaucoup à faire pour achever le grand modèle virtuel des océans, le travail des scientifiques affiche déjà à ce jour des résultats considérables et nous force à regarder différemment le monde qui baigne nos côtes. Difficile de ne pas voir, au-delà de l'apparente placidité de ces eaux, la mécanique très complexe qui garantit l'habitabilité de notre planète. Difficile aussi de douter des changements qui menacent tout le système et révèlent sa fragilité.
Jamais il n'a été aussi clair que notre existence, passée et future, est intimement liée au mouvement qui anime le cœur des océans. Retour aux sources pour notre goutte d'eau. On la voit revenir ici à son point de départ. Alors bien sûr, dans l'océan réel ou dans ce modèle numérique, le nombre de trajectoires possibles est illimité. Néanmoins, la circulation océanique est bel et bien un immense circuit. Et peut-être d'ailleurs que notre goutte d'eau est déjà partie pour un deuxième tour.